le marché monte beaucoup depuis 2 ans, 3 ans. Non, je dis des bêtises, depuis 4 ans. Mais il n'est pas spéculatif, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas pour revendre derrière. D'accord. Et du coup, dans un marché qui n'est pas spéculatif, quand on prend un coup sur la tête, comme maintenant, si on a un vrai projet, c'est des projets de vie généralement, hein, j'achète parce que je veux investir sur 10, 15, 20 ans où je veux vivre dans cet appartement, cette maison. Si c'est bien, c'est bien. Si je suis financé, j'y vais. Et je commence pas à vouloir faire le plus malin avec le market timing. Ah, ça va être mieux dans 2 mois, 3 mois. J'y vais. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur La Martingale Sébastien Delafont. Salut Sébastien. Bonjour Mathieu. Tu es le patron, fondateur de Meilleurs Agents et évidemment, quand on enregistre ce podcast, on est à la quatrième semaine de confinement, je crois, pleine crise du Covid et je pense que moi, j'ai un petit faible pour ceux qui écoutent La Martingale, ils le savent, pour l'immobilier. Et il est peut-être pas complètement déconnant de se faire un petit point sur qu'est-ce qui va se passer sur ce marché. Alors, on n'est pas devin non plus, mais avoir un certain nombre de perceptions. Je pense que Meilleurs Agents et toi, donc qui en est à la tête depuis maintenant un bout de temps, tu dois ressentir un peu un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux juste me rappeler avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce que tu fais avec Meilleurs Agents? Bien sûr, Mathieu. En fait, Meilleurs Agents, c'est une plateforme qu'on a créée en 2008, qui a été créée pour aider les particuliers à prendre des bonnes décisions immobilières. Notre sujet, c'est d'apporter de la transparence, principalement sur 2 points. D'abord, l'évolution des prix de l'immobilier. Donc, on aide les particuliers à estimer le bien dont ils sont propriétaires, celui qu'ils souhaitent acheter. Et pour ça, on produit donc de l'information sous forme de cartes, d'indices et d'outils d'estimation depuis 12 ans. Et on fournit aussi de l'information, de la transparence sur les professionnels de l'immobilier. Quand les Français veulent se tourner vers un agent immobilier, on les aide à choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins. Voilà. Donc ça, c'est côté particulier. Côté agent, on a 12 000 agences immobilières clientes. C'est à peu près la moitié du marché immobilier. Et les agences viennent chez nous pour gagner en visibilité auprès des particuliers qui préparent leur projet. Mais pour faire ça, elles nous communiquent toutes leurs transactions historiques. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a chez Meilleurs Agents, on travaille sur 11 couches de données, des données qui viennent de l'État, des données qui viennent des notaires, des données qui sont remontées en temps réel par les 12 000 agences immobilières, notamment toutes les promesses de vente qu'elles signent. Donc ça nous donne une vision du marché extraordinairement fine. C'est pas exhaustif, mais c'est ce qu'il y a de plus représentatif en France et de plus frais. Et puis on a une équipe scientifique aujourd'hui qui compte une équipe de data science qui compte à peu près 25 personnes. Donc l'entreprise c'est 300 personnes et la data science c'est 25 personnes. Voilà. Donc depuis 12 ans, nous produisons un baromètre des prix et on publie tous les mois l'évolution des prix dans les plus grandes villes de France, dans les zones rurales, etc. Voilà. Là, tu parles des données réelles. Alors moi, j'ai plein de trucs à te partager sur lesquels je voudrais avoir ton avis. Mais déjà, tu parles de données en temps réel. Là, c'est un peu l'encéphalogramme plat, non? Tout à fait, parce qu'effectivement, depuis la mi-mars, depuis le confinement, on n'a plus de données. Alors, c'est pas tout à fait exact. On a encore des données, c'est-à-dire que on a encore des informations qui nous remontent avec des agences qui nous communiquent avec retard des informations de transactions. Mais il se fait plus de transactions. Donc, il n'y a plus de transactions depuis le 16 mars. Il s'en fait peut-être quelques centaines.
mais c'est anecdotique. Donc effectivement, tu as raison, nous n'avons plus de signal de transaction. Donc le marché est à l'arrêt et on n'a pas d'information de prix. On a d'autres informations, on sait ce qui se passe en termes je dirais, d'intention d'achat, d'intention de vente, telles que les gens nous les déclarent. Une des informations dont on dispose, c'est les gens qui viennent estimer leurs biens sur Meilleurs Agents. Et dans l'année, c'est à peu près 3 millions de personnes. Et là-dessus, les gens nous disent ceux qui ont l'intention de vendre, ceux qui ont l'intention d'acheter, etc. Donc le flux des acheteurs s'est complètement arrêté parce que les gens viennent estimer un bien chez nous après avoir fait une visite. Et comme il n'y a plus de visite, ce flux-là est quasiment interrompu. En revanche, il y a toujours des gens qui nous déclarent leur intention de vendre. Voilà. D'accord. Donc on est presque aveugle, c'est vrai. J'ai en fait pas mal de signaux ou on va dire d'expérience. Je voudrais te raconter un truc qui m'est arrivé moi il y a 11 ans. En 2009, j'ai acheté mon premier bien immobilier. Un type qui dans le 18e qui vendait ça depuis juin 2008. Et en fait, il avait eu zéro offre parce que il était resté au prix du début, juste avant la crise des subprimes. Et puis il était collé avec son appartement et puis il baissait petit à petit. Et puis moi, je suis arrivé avec une offre qui était quasiment 20% en dessous de son prix. Et finalement, je lui ai acheté son truc et je l'ai eu. Bon, il était pas malheureux parce qu'il l'avait acheté bien avant, c'était dans le 18e, un truc bien. Il l'avait acheté 10 ou 15 ans avant, il a fait une très grosse plus-value. Mais est-ce qu'on est à ton avis, j'ai eu l'impression, cette expérience m'a fait me dire qu'en fait, souvent dans ces moments-là, il y a quand même un temps où il y a plus de transactions parce que de facto, les gens déjà se disent attends, est-ce que je dois vraiment acheter maintenant alors que le marché était hyper fort, hyper haut. Donc il y a un moment où tout le monde se regarde, où ça frise un peu. Il y a un moment où ça baisse, et alors ça, soit ça craque et puis ça baisse, et puis là, tu pars à la casse un peu partout, soit ça reprend et ça remonte, et si t'es pas mauvais, tu peux aller faire des coups dans des choses comme ça. C'est une optique, ça, de ce qui va se passer. C'est quoi aujourd'hui ton... encore une fois, hein, t'as pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est une idée? Par moment, je me dis là, tout de suite, ça va pas bouger, parce que les gens... alors déjà, on est confinés encore là, et à la fois, je voudrais mettre en avant une autre chose qu'on m'a dit hier. Là, je parle d'immobilier de bureau, mais un de mes copains qui est dans qui est promoteur me dit j'étais sur un deal, on devait faire une acquisition et puis ça a tardé un petit peu. Il est arrivé chez ce promoteur il y a un gros mois, et puis il me dit là, on est en train de proposer un achat à moins 40. Je dis moins 40 quoi, 1000 millions, enfin, je sais pas. Et il me dit non, moins 40%. Et du coup, tu vois, je me dis, attends, est-ce qu'il va y avoir une latence sur ce marché? Est-ce que les gens vont friser, comme je disais tout à l'heure, et se regarder? Ou est-ce que ça craque déjà à certains endroits? Bon, déjà, tu le dis, il y a un parallèle à faire avec 2008-2009, la crise financière, la faillite de Lehman Brothers, les banques s'arrêtent de prêter. Et brutalement, le marché immobilier s'arrête. En 2008, il y a eu, entre 2008 et 2009, une baisse des volumes de 40%. Ouais. Donc, on est passé de 800 000 à 550 000 transactions en France en l'espace d'un an. Et les prix ont baissé à Paris de à peu près 10%. Et dans des zones moins tendues, 10 à 15, parfois jusqu'à 20% dans des zones là complètement détendues. D'ailleurs, il y a des zones rurales qui se sont toujours pas remises du crack de 2008-2009, petit crack immobilier. Voilà. En revanche, Paris, entre 2009 et 2011, une fois que le robinet du crédit s'est rouvert, Paris a gagné 39 ou 40% en 2 ans. Ce qu'on a oublié, mais ça a été absolument la folie. Donc il y a j'ai eu pas oublié. Ouais, toi, t'as pas oublié, mais il y a eu cette... Non, mais quand je dis j'ai pas oublié, c'est que j'ai acheté à ce moment-là et je m'en souviens très bien. Du coup, en effet... toi, t'as acheté au très très bon moment. Bon, ouais. À un moment où les gens... jours près. Oui, alors il fallait être financé, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus de financement, parce que les banques avaient leurs propres problèmes à résoudre, elles cherchaient à sauver leur peau. Et donc, le crédit immobilier avait beaucoup souffert. Bon, ça c'est
c'est 2008-2009. Bon. Les phases d'ajustement de prix, tu les évoques. Oui, alors l'immobilier, c'est pas la bourse, c'est pas instantané. Et en fait, on a un acheteur, un vendeur, ou un vendeur et puis des acheteurs potentiels. Et la dynamique de formation du prix et de la transaction, elle va dépendre de la situation du vendeur. Donc, il y a des vendeurs qui vont être pressés de vendre pour toutes sortes de raisons, et ceux-là pourraient rapidement ajuster leur prix parce qu'il va y avoir demain une baisse de la demande. Alors, ni toi ni moi, on ne sait exactement ce qui va se passer, personne n'est devin. Maintenant, c'est bien aussi que on évoque des scénarios possibles, parce qu'on pourrait s'arrêter là et dire on ne sait pas. Ok, bon. Ouais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que on est quand même aujourd'hui dans un marché totalement à l'arrêt, que l'immobilier c'est un marché de confiance et que la confiance d'un certain nombre d'acteurs va être érodée, qu'il y a des gens qui sont des acheteurs potentiels dont la situation professionnelle, le profil de revenus va avoir souffert, des professions libérales, des gens qui ont perdu leur job, des gens dont les revenus vont avoir diminué, voire disparu pendant 2 mois, et qui du coup vont être fragilisés. Soit c'est des gens que les banques vont plus suivre, soit c'est des gens qui auront moins de moyens, et du coup la demande va mécaniquement diminuer dans pas mal de marchés. Alors on sort d'une dynamique où le marché immobilier était en feu partout. Ouais. Paris, c'était en train de monter à un rythme de 8 à 10%. Dans beaucoup de grandes villes de province, c'était 5 à 10. Le marché, il était très dynamique et avec la perspective de reproduire le volume de transactions de 2019, c'est-à-dire 1 million de transactions. Bon, tout ça est derrière nous, c'est terminé. On va pas faire 1 million de transactions. Si on en fait 700 ou 800 000 cette année, c'est bien. La demande va diminuer. Après, qu'est-ce que ça veut dire sur les prix? Ça, évidemment, bien malin qui pourra le dire. Mais après, est-ce que les ajustements de prix en fonction des biens vont se faire tout de suite ou dans la durée? Donc, je te le dis, ça va dépendre des vendeurs. Mais globalement, un marché immobilier, c'est des mouvements qui se font sur 6 mois, 12 mois pour qu'il y ait un ajustement à une nouvelle situation de marché. Ça se fait pas 6 mois, 12 mois. Ok, ouais, ok. Oui, parce que après, je pense qu'il y a des épiphénomènes, c'est-à-dire que je vois dans mon entourage, par exemple, des personnes qui ont acheté un appartement et qui n'ont pas vendu l'autre. Et là, moi, je me sentirais un peu fébrile quand même dans cette situation. C'est-à-dire que quand tu as un crédit relais en ce moment, c'est ouais. Et en effet, là, j'imagine que certaines personnes vont se retrouver dans horizon 3 mois, 4 mois. Donc en effet, c'est la latence dont tu parles, 6 mois, à être obligé de lâcher 10, 15, 20% parce que de toute façon... Ça, je sais pas, parce que le 10, 15, 20 que tu évoques... Oui, 5. On était notamment dans les grandes villes, et à commencer par Paris, dans une situation de déséquilibre fort entre la demande très, très élevée et l'offre, à tel point que la plupart des apparts partaient très vite et souvent sans avoir été mis sur les sites d'annonces. Pourquoi? Parce que en fait, les agences étaient inondées de demandes non satisfaites. Donc demain, il va y avoir moins de pression, mais bon, le gars qui est coincé parce qu'il veut pas rester dans un crédit relais, s'il n'était pas parti avec des attentes délirantes, il va pas devoir faire moins 20. Peut-être il va faire moins 5, il va faire moins 10. Le moins 20 que tu évoques... Ouais, c'est celui qui voulait vendre à 14 000 euros dans le 18e. Oui, non, et puis il était, alors c'est un moins 20 par rapport à quoi? Le marché, une attente un peu déraisonnable, tu vois? Ouais. Donc ça va être au cas par cas. Je crois pas qu'il faut qu'on laisse penser à qui que ce soit que demain, les super apparts vont être à ramasser à la petite cuillère, comme ça, comme si demain, tout allait être bradé. Ça sera pas le cas. Non. Les acheteurs vont récupérer du pouvoir de négociation qu'ils avaient complètement perdu. Ouais. Oui. Mais ils deviennent pas les maîtres du monde pour des actifs de qualité dans des bonnes villes. Non, je le crois pas. Ils vont récupérer le pouvoir de négociation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en effet, moi, mes expériences récentes, que ce soit sur du bureau ou du perso, en gros, sur les 18 derniers mois, ou allez, même peut-être plus, si je devais pousser un peu, à part les gens qui mettaient des prix complètement délirants, mais c'était soit t'acheter au prix et t'étais le premier et puis c'était à toi,
soit c'était salut au revoir, quoi, presque. Hein. Je veux dire, quand tu parles de pouvoir de négo, du bureau. Pardon? Voilà. Ah, j'ai cru que tu étais parti sur l'immobilier de bureau. Pour le... Non, je disais dans l'absolu, c'était même pareil sur le bureau, mais même sur le perso. Moi, je veux dire, si tu faisais pas une offre au prix immédiatement, il y en avait un autre qui la faisait 2 heures plus tard, quoi. De toute façon. Donc, c'est ça. Ouais. Qui est pas une situation normale. On était déjà depuis 1 an et demi dans une situation de déséquilibre. Et c'était vrai aussi dans des zones comme Lyon, ça commençait à chauffer à Toulouse. Bordeaux, c'était un peu une histoire derrière nous, parce que Bordeaux, ça avait beaucoup chauffé pendant 2-3 ans. Ça s'était calmé déjà pas mal depuis 1 an. Mais à Rennes, à Nantes, dans le centre-ville, des trucs qui étaient bien fichus, ça allait effectivement très vite. Et c'était à prendre ou à laisser. Bon, si vous n'êtes pas intéressé, monsieur, passez. Donc, et c'est pas très sain, ça. Donc ça, je pense que c'est derrière nous, clairement. Les bureaux, c'est pas mon domaine, mais il y avait aussi une surchauffe dans les quartiers centraux, notamment à Paris. Là aussi, ce marché va perdre beaucoup de sa superbe, parce que je pense que les entreprises, là, elles en ont pris un coup sur la tête. Tu me fais flipper là. Je viens de signer il y a 2 mois un bureau à Bordeaux. Mais bon, mais je t'avoue qu'en effet, tu vois, et c'est les signaux. Je me rassure comme je peux sur ce bureau à Bordeaux, mais les signaux que je vois, c'est que le jeudi d'avant confinement, qui devait être le 13 mars, je pense, j'ai visité un bureau à Paris. Et je commençais à me dire, bon, la situation est un peu tendue, mais le prix qu'on m'a affiché me semblait pas délirant. Et aujourd'hui, mais je me dis, mais jamais j'achèterai à ce prix-là, tu vois. Donc en effet, déjà, tu vois qu'en un mois, le paradigme a changé. Alors hier, j'avais un de mes copains qui me disait, je sais que t'as des réseaux, que tu regardes un peu partout, etc. Si jamais tu trouves dans Paris, je cherche un truc avec ma copine, mon budget s'étend. Je lui dis, oula, moi, ma première réaction, ça a été, attends quand même 2-3 mois, quoi, avant de regarder, quoi, non? Alors, c'est difficile pour un professionnel de l'immobilier comme toi de dire ça, parce que c'est peut-être un message qu'il faut pas passer, mais qu'est-ce que Non. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on parle cash, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent chez nous, créent des comptes chez nous, etc. Parce qu'ils savent qu'on dit les choses, on travaille pas le message pour essayer de lisser des effets de marché. On n'a jamais fait ça. Donc, non. En 2008, quand on a commencé, on lance le business et paf, on se prend. On a monté Meilleurs Agents en janvier 2008 et on sort le site en septembre. Et Lehman, la faillite, je sais plus, c'est octobre. Enfin bon, on sort vraiment en pleine tempête. Le premier baromètre, qui est toujours accessible sur le site d'ailleurs, parce que tous les baromètres sont visibles, on dit que le marché baisse et qu'il va baisser. Et à ce moment-là, personne ne nous connaît, mais on a un peu de presse. Et puis il y a des gens, je me souviens des gens de l'immobilier qui m'appellent et qui me disent mais on voit que vous connaissez rien à l'immobilier. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on dit jamais que ça baisse l'immobilier. Si vous voulez faire du business, ne dites pas que ça baisse et surtout que ça va baisser, parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter le marché. Je dis oui, écoutez, ça c'est peut-être comme ça que vous le faites, mais bon on va pas procéder de cette manière-là. Voilà, c'est amusant. Donc non, attendre. Oui et non, Mathieu, si tu veux, l'immobilier c'est pas un sujet. Il y a des gens qui font de la qui font de la spéculation en immobilier. Moi, j'ai jamais vraiment connu ça en étant dans le secteur. Je l'ai connu quand j'étais banquier. Et là, ça nous ramène au début des années, la fin des années 80, début des années 90, parce que je suis un vieux dinosaure de 53 ans. Le marché a explosé en 91. Mais là, dans les années qui ont précédé, la fin des années 80 jusqu'à 90-91, il y avait de la spéculation immobilière, et ça veut dire qu'il y avait des gens, notamment des marchands de biens, qui achetaient de l'immobilier pour le revendre très vite derrière. Parfois, il y a des gens qui achetaient sans visiter, etc. Là, c'était de la spec. Et quand ça s'est écroulé, les banquiers prêtaient à tour de bras, et ça s'est écroulé. Et là, ça a mis 6 ans avant de se relever. 91-97, le marché à Paris, ça paraît dingue, hein. Il faisait que baisser. Et là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, c'est-à-dire que le marché monte beaucoup depuis 2 ans, 3 ans. Non, je dis des bêtises, depuis 4 ans.
mais il n'est pas spéculatif, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas pour revendre derrière. D'accord. Et du coup, dans un marché qui n'est pas spéculatif, quand on prend un coup sur la tête, comme maintenant, si on a un vrai projet, c'est des projets de vie généralement, hein, j'achète parce que je veux investir sur 10, 15, 20 ans où je veux vivre dans cet appartement, cette maison. Si c'est bien, c'est bien. Si je suis financé, j'y vais. Et je commence pas à vouloir faire le plus malin avec le market timing. Ah, ça va être mieux dans 2 mois, 3 mois. J'y vais. C'est très important ce que je te dis là-dessus, hein, parce que faut pas chercher le plus bas sur. D'abord, en bourse c'est compliqué, mais en immobilier c'est encore plus compliqué. Donc quand on achète pour se loger, si je trouve un truc qui est bien, qui correspond à mes besoins, aux besoins de ma famille, pour les 5, 7, 10, 15 ans qui viennent, et que j'ai des moyens de le payer, sans me mettre dans une situation financière invraisemblable, bien sûr, mais j'y vais. Mais c'est vrai que ouais, là on parle en effet, et je te prenais l'exemple d'un achat pour lui et sa compagne. Et en effet, je te rejoins assez. Quand c'est ton appart pour toi, si tu perds à la fin, alors bon, si t'as un gros crédit, en effet, c'est compliqué parce que tu perds si j'allais dire, si t'es propriétaire pleinement et que tu peux te le payer cash, bon, c'est quand même des situations exceptionnelles. Si ça baisse, ben tu rachèteras. Enfin, tu profiteras de la baisse pour acheter autre chose, plus ou moins avec un budget qu'aura baissé, mais les choses que tu rachèteras auront baissé aussi. Mais si tu empruntes beaucoup, en l'occurrence, ça peut quand même te coûter très cher. Bon, alors là, on parle de très très grosses baisses sur des années, mais faut peut-être être un peu vigilant quand même. Ben, d'abord, faut pas acheter un appart ou une maison pour 3 ans ou 4 ans. Ça amortit généralement en pas moins de 5, 7 ans. Hein, c'est vraiment c'est le mini. Bon, quand on démarre, effectivement, quand on est tout jeune et qu'on prend un studio, parfois un 2 pièces, etc., la durée peut être un peu plus courte. Mais généralement, les stratégies immobilières gagnantes, c'est celles qu'on commence tôt, sans se poser 1000 questions sur le timing. Et il faut les commencer tôt avec une petite surface, et puis après, ben, on saute d'une surface à une autre en grandissant. Et quand le marché baisse, oui, parfois, on peut revendre des trucs à perte. C'est rare, mais ça peut arriver. Le marché immobilier, c'est pas un marché, c'est un marché cyclique, donc on peut se prendre une moins-value sur la revente de son studio après 5-6 ans dedans, ok. Mais généralement, on rachète plus grand. Et on tire parti finalement de la baisse des prix en rachetant plus grand. Oui, et puis on s'est créé un petit capital aussi en parallèle, donc quand même, oui. on a perdu. Généralement, on bouffe pas juste les frais de notaire et la commission de l'agence, de la banque. On a quand même un petit pécule pour racheter plus grand, ce qui est pas idiot en soi. Et ce qu'il faut pas faire, c'est attendre, si tu veux, le bon moment pour rentrer dans le marché et attendre d'avoir besoin de 100 ou 150 mètres carrés. Et là, se dire, mais en fait, je suis locataire, je suis pas propriétaire, j'ai 3 enfants, je peux plus y aller, en fait, là. Ouais, c'est ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens de ma génération. Tu vois, je suis un peu plus jeune que toi, mais en effet, arrivé à 40 ans, quand tu te réveilles en 2020, à te dire, je voudrais acheter un truc qui fait 120, 150, 180 mètres carrés à Paris, là, si t'as rien acheté avant, c'est impossible, quoi. C'est le marché est fermé, quoi. Salut, au revoir. Voilà. Et mais c'est vrai que après, est-ce que il va y avoir sur des plus petites surfaces un effet Airbnb aussi alors maintenant, ça a un peu changé parce que c'est vrai que c'était pas mal de gens qui achetaient des anciens baux commerciaux ou des choses comme ça, mais on sait que ça a quand même perturbé un peu le marché sur pas mal de grosses villes, Paris en particulier, mais pas que. Est-ce que tu crois que là, notamment ceux qui vont prendre des grosses pertes aussi là-dessus, parce que pendant 2 mois tu loues rien, est-ce que tout ça va perturber un peu? Je sais pas, c'est très intéressant. C'est vrai que Airbnb perturbe le marché dans les centres-villes. Il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Tu parlais de Bordeaux. C'est la location saisonnière sur les petites surfaces. C'est un peu un poison. Hein. Ouais, c'est un peu un poison. La boîte est géniale sur un plan business, le modèle économique est fantastique, mais c'est vraiment quelque chose qui a un impact, je pense, assez négatif, assez délétère sur le marché immobilier. Le marché immobilier doit d'abord être là pour les gens qui y vivent, et notamment les jeunes ménages, les jeunes qui démarrent. S'ils se retrouvent en concurrence avec des investisseurs qui louent en location saisonnière
et qui sont exclus de ce jeu-là, on se dit ça va pas. Et c'est ce qui se produit. Donc tu parles de ceux qui perdent 2 mois de revenus là, c'est un truc. Moi je pense les effets à plus long terme de ce qui se passe sur la location saisonnière Airbnb, je pense qu'il est trop tôt. Il y a des gens qui disent que le monde va changer et que il y aura moins de tourisme et moins de déplacements, etc. Personnellement, je suis partagé. Je sais pas ce qui va se passer sur le moyen terme par rapport à ça. C'est tentant de se dire que Airbnb va en prendre un coup sur la tête et du coup moins de demandes sur les petites surfaces et un peu moins de pression. D'une certaine manière, je souhaite rien de mal à Airbnb. Je le souhaiterais ça, mais je sais pas si c'est ça qui va vraiment se produire dans 1 an, dans 2 ans. Tu vois, je sais pas. Ouais, et puis si tu te prends un peu de recul aussi, on se dit là on voit ça parce qu'on se dit que si le tourisme recule, mais le tourisme c'est tellement le revenu principal et limite du business en France. Enfin, c'est en tout cas un truc assez incroyable. On peut pas souhaiter non plus vraiment que le tourisme se casse la gueule totalement. Alors ouais, mais et il va y avoir en effet là-dessus, j'imagine, un certain nombre de choses parce que du coup quand tu vois des choses aussi, je te parle de ma génération, mais qu'on pouvait faire avant, qu'on peut plus vraiment faire maintenant, c'est-à-dire acheter des petites surfaces pour les louer, je sais pas, des étudiants ou voilà, des jeunes couples, etc. Là, généralement, la rentabilité était devenue totalement pourrie parce que t'achetais un truc hyper cher que tu louais cher, mais pas suffisamment pour souvent revenir sur ces investissements. C'est des choses qui peuvent revenir aussi, tu crois? Quelle va être alors la question imbriquée là-dedans, c'est est-ce qu'il va y avoir une incidence sur la location dans tout ça, ou ça c'est encore plus long, c'est-à-dire tu me parlais d'un 6-12 mois sur la vente, est-ce que la location c'est plutôt 12-24 ou... Bon, déjà, tu évoques la question de la rentabilité locative. À Paris, elle était en brut, donc avant de payer les impôts, entretien divers du bien, de l'immeuble, c'est de l'ordre de 2 à 3%. Et donc en net, on se retrouve plutôt à 1. Donc effectivement, les perspectives de gain, elles se retrouvaient exclusivement liées à une éventuelle plus-value. Après, quand on va dans d'autres villes, on pouvait trouver des rentabilités supérieures. À Lille, au cœur de Lille, tu pouvais trouver des rentabilités de 5-6%. C'est 4-5 à Lyon, c'est 5-6 à Lille, etc. Donc Paris est ce qu'il y avait de plus mauvais en rentabilité, mais ce qu'il y avait de meilleur en termes de perspective de plus-value ou de sécurité. Donc les investissements, je dirais, est-ce que ça va s'améliorer demain ? Ça pourrait s'améliorer de 2 manières, soit par une hausse des loyers, que je ne vois pas venir, parce qu'en plus il y a une fragilisation, là l'économie va quand même énormément souffrir, et on va rentrer dans une phase quand même assez compliquée. Donc je ne crois pas que le pouvoir d'achat général va beaucoup monter, donc les loyers vont pas monter. Et est-ce que les prix pourraient baisser sensiblement ? À voir. Mais à Paris, je pense pas qu'ils vont baisser de manière considérable. Je pense pas que ce soit plus de 5 ou 10%. Après, dans d'autres villes, est-ce que ça peut baisser de plus et donc un peu améliorer la rentabilité ? C'est possible parce que, en fait, les loyers bougent de manière moins élastique que les prix. D'accord ? Donc, quand les prix baissent de 10, les loyers bougent pas ou baissent un tout petit peu. En revanche, quand les prix montent de 10, les loyers montent pas autant. D'accord ? Oui. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une petite amélioration des rentabilités locatives du fait d'une baisse des prix, mais bon, qu'on peut pas encore prévoir. Et les loyers, je pense pas, ne vont pas bouger. Et puis, probablement pas monter pour le coup. Ok, c'est hyper intéressant. C'est clair ce que j'ai dit, ça va ? Ouais, tout est très clair. Je sais pas si j'ai oublié des questions importantes ou des signaux intéressants que tu as pu percevoir depuis 1 mois que tu pourrais partager. Moi, la sortie va se faire graduellement. Mmh. Il y a quelque chose qui est un peu troublant en ce moment, c'est que pour chercher à protéger les particuliers, le gouvernement a passé un décret qui permet aux acheteurs qui ont normalement un délai de rétractation de 10 jours, il a été étendu de 2 mois, au-delà du confinement. Donc, quelqu'un qui aurait signé une promesse d'achat, là, pourrait en fait se rétracter si on avait une sortie du confinement, je sais pas moi, fin mai. Ça pourrait aller jusqu'à mi-juillet ou fin juillet. Bon, c'est intéressant comme info parce que finalement tu peux te dire
je visite virtuellement ou je vois un truc à tel endroit, on m'envoie des photos, etc. Finalement, je fais une offre en me disant, moi, j'aime bien les coups en fait. Je suis désolé, je suis un peu con, mais Oui, j'ai entendu. je me dis, mais je trouve que dans l'immobilier, dans la vie, ce genre de truc, ça peut être un peu game changer parce que c'est vraiment des trucs où tu peux gagner sur des bonnes OP. Tu vois, je sais pas, j'en ai fait une bonne OP il y a 2 ou 3 ans en achetant une dizaine de parkings. Et le truc était assez fou et ça arrive quoi. Et donc quand t'es un peu aux aguets comme ça, tu peux te dire finalement si je fais une offre à un prix qu'on me l'apprend, j'ai toujours quand je le visiterai mi-juin, je pourrais toujours me rétracter quoi. Mais bon, c'est peut-être pas là-dessus. Oui, ça risque de bloquer. Je te comprends tout à fait et tu as raison. Pour des acquéreurs, ça peut être tout à fait intéressant. Maintenant, ça peut pas mal bloquer le marché parce qu'en fait, pour que le marché fonctionne, il faut que tout ça soit fluide. Ouais. Et en fait, ça veut dire qu'il y a pas mal de transactions qui risquent de mettre longtemps à se déboucler. Ouais. Et ça va compliquer encore le retour du marché à la normale. Et au final, ça se retourne contre les acheteurs parce que il faut qu'il y ait des biens qui arrivent sur le marché. Pour que des biens qui arrivent sur le marché, il faut qu'il y ait des ventes qui se débouclent, si tu veux. Et en fait, ça risque de retarder le redémarrage. C'est pas très bon. Je sais pas si d'ailleurs ce décret va pas être amendé. Parce que pour moi, si tu veux qu'on donne un délai supplémentaire, je comprends. 2 mois, c'est beaucoup trop long. On aurait ajouté 15 jours au-delà du confinement. Super. 2 mois, ça me paraît délirant. Mais bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. D'autres petits points, non? On a fait un bon tour déjà, je crois. Non, c'est bien. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Voilà. Où est-ce qu'on peut timing. Faut pas jouer le market timing, c'est pas la bourse, voilà. Ok, ouais, non, clairement. On regarde un peu, on se précipite pas non plus, mais voilà, on fuit pas le marché. Mais ça n'empêche pas, Mathieu, tu l'as dit, les bons coups. Il y aura sûrement des affaires à faire, pas des gars qui seront rapides. Je pense. Ok. On te suit sur LinkedIn, par exemple, Sébastien Delafont. On peut. Oui, il y a je suis pas sur Twitter, je suis pas sur d'autres réseaux sociaux. Je communique pas énormément. Il y a les newsletters de Meilleurs Agents. C'est ce que j'allais dire, Meilleurs Agents. Donc tous les mois. Oui. Et là, c'est facile de s'inscrire sur le site. Voilà, et qui sont précieuses. Pardon ? Qui sont précieuses et sur lesquelles il y a beaucoup de bonnes tendances, beaucoup de bonnes infos. Donc voilà, je recommande vraiment de s'abonner aux newsletters et puis éventuellement de te suivre en effet sur LinkedIn parce que aussi tu participes beaucoup. Il y a beaucoup d'articles, de contenu. Donc voilà, en effet. À tout le monde, ajoutez Sébastien ou suivez-le sur LinkedIn. Et puis, je te remercie pour ces 30 minutes. N'oublie pas de ne pas fermer la fenêtre en partant. Tu peux couper le micro, comme ça, on n'entendra pas la suite. En ce qui me concerne, je passe juste un message avant de te dire au revoir à mes auditeurs sur la martingale. Je voudrais juste, comme je le dis sur Génération du Turcel, sur lequel j'espère aussi t'inviter prochainement, Sébastien, vous remercier parce que en effet dans cette période difficile pour beaucoup, je reçois plein de messages, plein de gentils mots, etc., plein d'idées aussi. J'aimerais faire un épisode sur les cryptos aussi en période de crise parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on vit les cryptos qui ont pour beaucoup émergé depuis 2008-2010, donc sur un vrai crack, on va dire. Et donc voilà, et je vous remercie à tous de bien partager, bien liker Génération Do It Yourself, mettre des étoiles sur Apple Podcast et le partager autour de vous. C'est hyper important, par SMS, par WhatsApp, par LinkedIn, sur Twitter, où vous voulez, mais en parler parce que c'est comme ça que je gagne des abonnés sur tous les podcasts. C'est grâce à mes auditeurs. Et voilà, je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Je vous souhaite, pour ceux qui sont confinés, un bon confinement. Pour ceux qui nous écoutent dans le futur et qui se disent qu'on a dit plein de choses très intelligentes ou beaucoup de conneries, eh bien, d'être sympa avec nous. Et puis, une bonne journée à tous. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements.
La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.